Bonjour, je m'appelle Nelson Tifo, je suis co-directeur scientifique du réseau Reboisement Ligniculture Québec. Le réseau est financé par des partenaires du milieu et le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Notre objectif est de favoriser le partage de connaissances concernant la plantation d'arbres sous différentes formes pour l'atteinte d'une multitude d'objectifs. Dans ce contexte, il me fait plaisir de vous présenter cette vidéo préparée par nos membres et qui résume des travaux de recherche en lien avec les thèmes du réseau. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Internet ou les réseaux sociaux. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nelson Tifo, je suis chercheur scientifique au Centre canadien sur la fibre de bois de Ressources naturelles Canada et il me fait plaisir de vous présenter ce court webinaire dans lequel je vous parle d'une expérience que j'ai réalisée avec des collègues au cours de laquelle nous nous sommes intéressés au reboisement en milieu nordique. Et plus particulièrement, on s'est demandé quel pouvait être le rôle potentiel de la facilitation écologique comme outil pour favoriser le succès d'établissements et de croissance de conifères mis en terre dans de tels milieux. Donc, je commence par vous résumer quelques éléments qui influencent le succès d'établissement des arbres lors d'un reboisement. En haut à gauche, vous voyez une forêt mature dans laquelle j'illustre le fait que dans de telles conditions, il y a très peu de soleil qui se rend euh, sous le couvert, donc très peu d'énergie, et il y a une très faible exposition au vent, ce qui crée des conditions relativement idéales d'un point de vue de la physiologie des arbres qu'on mettrait en terre dans de tels contextes. Cependant, suite à une coupe forestière ou à une perturbation naturelle comme un feu et à une plantation, comme vous le voyez en bas à gauche, il y a un changement drastique dans ces conditions environnementales. Donc, il y a beaucoup plus de soleil qui atteint les arbres mis en terre, donc beaucoup plus d'énergie. Il y a une exposition accrue au vent et ceci, comme vous le voyez à droite, influence plusieurs des facteurs qui sont déterminants du succès de survie et de croissance des arbres qu'on met en terre. On pense ici à la température de l'air, à la demande évaporative de l'air, à la température du sol, l'humidité du sol, les éléments nutritifs disponibles, la compétition, de même que la lumière et les contraintes physiques à l'établissement des plants. Plusieurs de ces facteurs se trouvent à être exacerbés lorsque les reboisements sont réalisés dans des zones relativement hautes en latitude. Alors ici, je pense notamment à la forêt boréale et encore plus à la forêt ici qui est à la limite pratiquement de la forêt commerciale actuelle. Alors, dans ces zones, les contraintes à l'établissement sont rendues encore plus importantes en raison de l'envahissement des sites par certaines espèces qui sont particulièrement agressives lorsqu'elles s'installent sur des sites. Ici, je vous donne deux exemples d'espèces qui font partie de la famille des éricacées. Vous avez à droite le Calmia angustifolia et en bas à droite le thé du Labrador. Donc, ces deux espèces sont très présentes dans la forêt boréale et il y a de nombreuses études qui nous démontrent qu'elles ont des effets significatifs sur le succès d'établissement des arbres en offrant notamment une compétition très importante pour les éléments nutritifs du sol. Voici un exemple de à quoi peut ressembler un site forestier boréal suite à un incendie de forêt. Donc, vous voyez sur le sol cet envahissement très rapide par ici une espèce d'éricacée qui est le thé du Labrador et ainsi que la multiplication du couvert de lichen. Alors, ces conditions offrent des contraintes assez importantes à l'établissement des arbres. Donc, en résumé, les forêts boréales sont caractérisées par des températures de l'air et du sol qui sont relativement froides, des saisons de croissance qui sont courtes, de faibles taux de décomposition de la matière organique. Alors, tous ces facteurs, en plus de ceux dont je vous ai parlé, limitent la productivité des peuplements et limitent le succès d'établissement de la régénération.
Cependant, lorsqu'on pense à la végétation qui s'installe sur un site après la coupe forestière, elle peut être vue sous différents angles. D'abord, la présence de ces espèces de compétition affecte généralement négativement la croissance et la survie des arbres en raison de la compétition qu'elles offrent pour les ressources environnementales. Cependant, certaines de ces espèces accompagnatrices pourraient aussi avoir des effets bénéfiques envers les espèces, les essences désirées. Par exemple, en augmentant la disponibilité de l'eau dans le sol, en limitant l'évapotranspiration, en régulant le microclimat, donc en limitant l'exposition accrue au vent, ou même en augmentant la disponibilité des éléments nutritifs. On en est donc arrivé à nous poser cette question-là. Dans les milieux nordiques où les contraintes à la croissance sont multiples, laquelle de ces interactions prend le dessus entre la compétition et la facilitation? Donc, on s'est demandé plus particulièrement si l'utilisation d'une espèce compagne qui est connue pour améliorer les conditions du sol, en l'occurrence l'aulne, pourrait ne pas être un outil intéressant pour faciliter l'établissement des arbres dans de tels milieux. On a donc mis en place un imposant dispositif expérimental dans lequel on a évalué l'effet de différents traitements sylvicoles. Alors, vous avez à gauche quelqu'un qui est en train justement de mesurer un arbre nouvellement mis en terre dans un de ces traitements-là. Sur la droite, vous voyez de schématiser certains des traitements que nous avons étudiés. Le premier en haut consiste en notre traitement témoin, donc où nous avons planté des arbres sans aucun autre traitement sylvicole. Nous avons ensuite planté des arbres dans un milieu où nous avons réalisé une préparation mécanique du sol, donc le scarifiage du sol, qui permet de créer des sillons où le sol minéral est exposé et où l'arbre est planté dans un milieu où il y a un mélange de matière organique et de sol minéral. Nous avons également étudié ce traitement où nous avons fait du scarifiage, mais en plus de ça, nous avons planté des aulnes comme une espèce accompagnatrice que l'on sait être normalement bénéfique pour la fertilité du sol. Et il y avait un dernier traitement, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui était un autre type de scarifiage encore plus intense que le premier. Donc, voici à quoi ressemblent les différents traitements. En haut à gauche, vous avez une parcelle témoin où il n'y a eu aucune préparation mécanique du sol. Et à la droite, vous voyez à quoi ressemble un traitement de scarifiage mécanisé dans ce genre de milieu où il y a vraiment une exposition du sol minéral et où on crée un environnement qui est exempt de l'influence des espèces de compétition que l'on retrouve sur ces sites. Et on y a planté donc de l'épinette noire et du pin gris, dont on a fait le suivi de croissance pendant 6 ans, ainsi qu'un suivi de leur environnement de croissance. Par ailleurs, on a également récolté des échantillons d'aiguilles, de feuilles, de sol que l'on a soumis à différents types d'analyses chimiques pour déterminer notamment les concentrations d'un isotope stable de l'azote, l'azote 15, qui nous permet de mieux comprendre le cycle de l'azote dans ces milieux. Ainsi, ce que nous avons observé d'abord, et je le fais en faisant référence aux hypothèses que nous avions émises, c'est que le signal en N15, donc en isotope stable de l'azote, de l'aulne était différent de celui des essences désirées, et ce qui nous a vraiment permis de confirmer que la source de prélèvement d'azote pour l'aulne est différente de celle des espèces de conifères que l'on a plantées. Et ça, bien, on s'y en attendait. Donc, l'hypothèse est validée. C'est que l'aulne est capable d'aller chercher l'azote atmosphérique directement en faisant la fixation biologique de l'azote à partir de ses racines et via des symbioses racinaires. Par ailleurs, on avait émis l'hypothèse que la plantation d'aulne nous permettrait d'avoir un effet facilitateur
sur les conifères via la nutrition, donc en améliorant la nutrition des arbres plantés. Cette hypothèse-là n'a pas été validée. Nous n'avons pas détecté cet effet facilitateur de l'aune via la nutrition. Alors, dans le tableau du bas, on résume ce que nous avons observé relativement à cet effet potentiel de facilitation via la nutrition. Donc, pour les deux espèces plantées, soit l'épinette noire et le pin gris, nous n'avons pas observé cet effet de facilitation via la nutrition. Ensuite, on s'était demandé, est-ce que l'aulne, par ailleurs, pourrait exercer, à l'inverse, un effet de compétition important pour la lumière? Et ici, le résultat que vous voyez, on l'exprime en utilisant sur l'axe des X la hauteur angulaire. Alors, la hauteur angulaire, eh bien, il s'agit d'un indice de compétition que l'on a utilisé. Alors, plus on est sur la droite, vers la droite de cet axe, plus la compétition est importante. Et sur l'axe des Y, l'axe vertical, vous avez le root collar diameter, qui est le diamètre des arbres à hauteur du collet, donc à hauteur du sol. Et il y a deux lignes, donc la ligne noire correspond à l'épinette noire, le black spruce, et les points vert pâle et la ligne vert pâle correspondent au pin gris. Ce que vous voyez pour les deux essences, c'est qu'il y a un effet significatif et négatif de la hauteur angulaire, donc de l'indice de compétition, sur le diamètre des arbres. Alors, plus on se déplace vers la droite, donc plus la hauteur angulaire augmente, moins les arbres ont fait de diamètre au niveau du sol. Donc, ce résultat nous a permis de vérifier que l'aulne est effectivement un compétiteur potentiel pour la lumière. Et on résume maintenant tout ce qu'on a observé jusqu'à présent dans le tableau où nous avons encore les deux espèces plantées, l'épinette noire et le pin gris. On se rappelle qu'on n'a observé aucun effet de facilitation via la nutrition. Mais maintenant, en ce qui concerne la compétition pour la lumière, le RCD, qui correspond au diamètre, et la hauteur, ici le H, eh bien, pour les deux espèces, on voit un effet négatif. Et cet effet était encore plus négatif pour le pin gris que pour l'épinette noire. Mais suite à ça, on s'est demandé, bien, au final, laquelle de ces interactions est la plus importante et comment réagissent les arbres en regard de leur hauteur. Donc, ce que vous voyez ici d'illustré, c'est pour l'épinette noire, donc le black spruce et le pin gris, jack pine. On a ici les saisons de croissance depuis la mise en terre, alors qu'ils vont de 1 à 6 pour les deux espèces. Et sur l'axe des Y, l'axe vertical, on a la hauteur des arbres. Et pour chacune de ces années, il y a 3 points. Le point vert correspond aux arbres témoins, donc plantés sans aucune préparation mécanique du sol. Les points orange correspondent aux arbres plantés dans des parcelles qui ont été soumises à un traitement de préparation mécanique. Et les points rouges correspondent aux arbres qui ont été plantés dans des parcelles scarifiées, mais en plus qui ont été accompagnés de l'aulne. Alors, si on regarde pour l'épinette noire et qu'on suit ici la ligne qui est formée par les points verts, on voit que dans les parcelles témoins, les arbres n'ont présenté à peu près aucune croissance au fil des 6 années qu'a duré l'expérience. Mais dès qu'on a réalisé une préparation mécanique du sol, regardez les points orange ou rouge, ici on voit qu'il y a une augmentation de la croissance au fil du temps. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de voir au bout de 6 ans, eh bien, qu'est-ce que ça a donné? Et ce qu'on constate, c'est qu'avec l'épinette noire, effectivement, les arbres mis en terre dans les parcelles scarifiées, avec ou sans zone, étaient significativement plus grands que les arbres mis en terre dans les parcelles témoins. Mais il n'y avait pas de différence significative ici entre le fait d'avoir ou pas de l'aulne plantée avec l'épinette noire. Donc, ces deux points-là ici ne sont pas différents d'un point de vue statistique. Mais si on regarde la même chose du côté du pin gris, ce qu'on observe, bien, encore une fois, c'est une croissance à peu près linéaire et très faible pour les arbres mis en terre dans les parcelles témoins. Mais lorsqu'on va voir au bout de 6 ans
comment se comportent les arbres mis en terre dans les parcelles scarifiées par rapport aux arbres mis en terre dans les parcelles scarifiées avec plantation d'aulne, eh bien, les analyses statistiques nous confirment qu'il y a une différence significative. Et d'ailleurs, cette différence-là est apparue dès la 5e année après la mise en terre et elle semble maintenant être sur une voie pour s'accentuer au fil des années. Donc, si on résume ce résultat, on constate que pour ces jeunes plantations-là, l'effet facilitateur de l'aulne, via possiblement la nutrition, semble compenser l'effet compétiteur de l'aulne pour la lumière. Donc, on s'attend à ce que les épinettes noires et les pins gris devraient présenter un gain en croissance en présence de l'aulne, et c'est ce que nous avons observé. Cependant, cette observation-là ne confirmait pas notre hypothèse parce que on se rappelle que la facilitation ne s'est pas observée via la nutrition. Donc, nous l'avons bel et bien observé pour le pain gris ici, mais on se rappelle qu'il n'y avait pas d'effet significatif de facilitation via la nutrition. Alors, notre hypothèse, finalement, elle n'est pas validée, bien que l'on ait observé un effet significatif de l'aulne sur la croissance du pain gris. Donc, ceci nous a fait nous questionner sur la cause de cet effet facilitateur de l'aulne pour le pain gris, alors qu'on ne l'a pas observé via la nutrition. On voit deux explications potentielles parmi peut-être une liste qui pourrait être plus longue. D'abord, c'est qu'il pourrait y exister un effet facilitateur de l'aulne via la nutrition, mais que nos mesures ne nous ont tout simplement pas permis de le détecter parce qu'elles n'étaient peut-être pas assez précises, parce que la variabilité était trop grande, ou encore, peut-être aussi un effet qui s'additionne à ce premier, serait qu'il y aurait un effet facilitateur de l'aulne, mais via un autre processus que la nutrition. Par exemple, peut-être que la litière de l'aulne crée une isolation du sol qui protège les racines de certains extrêmes de température. Donc, à plus long terme, on peut se demander si l'apport d'azote par la litière de l'aulne est cumulatif, cet effet facilitateur de l'aulne via la nutrition auquel on s'attendait, mais qu'on n'a pas été capable de mesurer, peut-être qu'il deviendra détectable. Aussi, on peut se demander si est-ce que ces arbres-là que l'on a mis en terre, les conifères, qui poussent relativement tranquillement par rapport à l'aulne, est-ce qu'ils vont un jour atteindre une hauteur qui vont leur permettre d'éviter la compétition avec l'aulne et ainsi que les processus de facilitation deviennent encore plus importants que les processus de compétition et que la différence entre les traitements témoins et les traitements traités s'accentue dans le temps. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette expérience, si vous voulez lire tous les détails méthodologiques, si vous voulez connaître notre analyse approfondie de ces résultats, je vous invite à consulter ces articles scientifiques publiés dans le Journal canadien de la recherche forestière ou encore dans la revue Facets, dans lesquels nous faisons état de cette expérience. Pour terminer, je dirais que cette expérience nous amène à nous poser des questions sur notre vision traditionnelle de voir la gestion de la végétation concurrente en plantation. Donc, typiquement, on a le réflexe de penser que toute végétation autre que celle qui est mise en terre va nuire aux espèces qui seront plantées et que cette végétation-là doit être maîtrisée d'une manière ou d'une autre pendant quelques années suivant la mise en terre. Or, cette expérience-ci nous démontre que ce n'est pas toujours le cas et qu'il existe des interactions positives entre les espèces dont nous pourrions tirer profit dans nos traitements sylvicoles. Je termine en vous laissant mes coordonnées et en vous invitant à me contacter par courriel ou sur Twitter si vous avez des questions, des commentaires ou si vous désirez discuter plus en longueur de cette expérience. Merci et au plaisir.